Nous y sommes. David Ouais, Legrand, voilà, très bien. bonjour. Génial. Et comme toutes les grandes émissions télévisuelles, nous étions en train de meubler, mais on va pas meubler plus longtemps et je vais surtout dire quelques mots pour après l'archivage de ce direct, de ce coucou téléphonique, c'est comme ça que je l'appelle. Donc David, tu es artiste et tu as accepté qu'on se parle comme ça, à un moment de la journée 1-27. Pourquoi 1-27? Parce que depuis 2 ans, on a mis en place, suite à la troisième rencontre scénographie et technologie, qui sont des journées très sérieuses de recherche autour de la question de la scénographie, de ce signifiant, de la place de l'art, en 2020, les troisièmes, le 1er mai 2020. On a mis en place une première saison de rencontres qui est passée d'abord par Zoom, avec des moments, je dirais, beaucoup plus traditionnels de recherche, avec des prises de parole liées avec l'actualité de livres ou de chercheurs, artistes, universitaires sur la question de la scénographie, en tout cas de la question de l'art. Et puis cette deuxième saison 2021-2022, celle que nous sommes en train de vivre ensemble, on a décidé de faire des coucous téléphoniques par Instagram et non pas par la visioconférence Zoom, en invitant toujours des personnes qui m'interrogent, qui me questionnent, que j'ai envie de rencontrer. Pour le coup, David Legrand, vous, j'ai vraiment envie de vous rencontrer, on va se tutoyer encore plus. Et après ce direct, il sera archivé avec une petite pointe esthétique en noir et blanc sur une chaîne YouTube qui s'appelle Mouvement Art Technologie et qui fait le condensé, effectivement, on aura 22 rencontres et qui participent d'un travail préparatoire pour une quatrième rencontre scénographie et technologie 20 ans après, un symposium, un colloque, une journée d'études qui aura lieu en mai 2023, d'ici un an. Peut-être un lieu comme la Bibliothèque nationale de France où avait eu lieu la première il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je n'étais pas psychanalyste. Aujourd'hui, je suis psychanalyste et pourtant, j'ai toujours un pied dans la création artistique et la question de la scénographie qui est devenue en 20 ans quelque chose d'assez courant. Et David Legrand, vous, encore une fois, vous êtes artiste, tu es artiste et je suis très intrigué par ton travail. On ne se connaît pas, je crois que tu nous parles depuis Biarritz, moi je suis à Paris et récemment, il y a plusieurs mois, il y a quelqu'un que je considère comme le plus grand metteur en scène de sa génération français, mais c'est déjà pas mal pour un hexagone, pour un plateau et pour le théâtre, qui s'appelle Jean-Marc Musial. Et Jean-Marc Musial, après un spectacle, m'a dit qu'il avait mis en scène à travers son savoir-faire sur la lumière. Il y a vraiment quelqu'un d'extraordinaire actuellement, c'est David Legrand. On travaille ensemble, on se voit, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et je me suis dit, ce David Legrand, au-delà du fait qu'on soit amis sur Facebook, il faut qu'on puisse lui donner la parole. Alors David, tu as accepté. Prenons 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, trois quarts d'heure, pas plus longtemps parce qu'après ça sert à rien. Et puis de toute manière sur Non. Internet, les gens ils ne regardent pas les vidéos. Mais moi, je suis enchanté que tu as accepté. Artiste, c'est un peu peut-être limitatif. Et c'est comme ça que tu te définis quand même. Oui, oui, je suis artiste, artiste, artiste collectif, je dis plutôt. Hmm. Mais euh, voilà, il va falloir un peu de temps, tu sais, pour que je commence à Hmm. être à l'aise, parce que j'ai Alors, une. on va Non, tout de mais suite mettre avec des coupures. Moi, je suis pas pour les étiquettes et les figures. Et puis, c'est un petit coucou. Il y a peut-être autre chose sur lequel on peut prendre appui. Tu viens de travailler il y a pas longtemps et c'est très important non, pour mais ce que je moi veux dire, ce à que je veux dire, Limoges. excuse-moi, oui, Donc tu, oui, tu oui. enseignes et tu transmets. Il y a un travail de transmission dans ce que tu fais. Tu donnes quelque chose aux autres. Ce que Oui, tu as fait à Limoges, par exemple. ce que j'ai fait à Limoges. Mais ce que je voulais dire Oui. par rapport à artiste ou à l'identité, parce que c'est important pour moi, Mhm. l'identité, je voulais dire justement que tout commence pour moi, et c'est pour ça que c'est pas facile d'amorcer à m'exprimer, Mhm. parce que tout commence par un défaut de langage en fait. Je commence par un défaut de langage. Tu verras que Mhm. souvent j'ai pris d'autres voies pour parler. Mhm. J'ai pris la voix de Godard, j'ai pris la voix de plusieurs intellectuels pour parler. Et, euh, et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai commencé à entrer en art, enfin en tout cas l'art a commencé à m'intéresser à cause de ce défaut de langage. J'étais un bègue, mais un bègue féroce. D'accord. Et donc tout ça pour dire que ce défaut de langage m'a amené à trouver une technique pour me fabriquer un langage intermédiaire.
voilà, entre les autres et moi. Mhm. Donc, j'ai commencé par imiter la parole. Imiter la parole, c'était imiter simplement la parole courante, parce que Mhm. pour un bec, si tu veux, la difficulté, c'est de parler en continu. Donc, j'ai commencé à apprendre par cœur des morceaux de phrases que je piochais chez tel ou tel auteur. Voilà, et je me suis fabriqué un langage composite pour essayer de parler en continu. Donc, ce langage intermédiaire, plus tard, je l'ai retrouvé dans les arts. Je l'ai retrouvé dans Mhm. les arts à Châteauroux. Moi, je suis né à Châteauroux, en fait. Et D'accord. à Châteauroux, j'ai grandi entre une école d'art expérimentale, on va dire, parce que ça, c'est important pour parler Mhm. de mon rapport à la pédagogie, Bien de sûr, l'art bien sûr. et du travail que j'ai fait à Limoges. Et je veux dire par là que je suis rentré en art par un défaut de langage, donc aussi parce que je voulais quitter les écoles Mhm. et que j'ai trouvé dans une école d'art à Châteauroux, dans une école d'art à Châteauroux, une volonté de la part de jeunes plasticiens qui avaient 25 ans. Moi, j'en avais 17. On n'était pas tout Mhm. seul. Donc, Mhm. et enfin, ils ont commencé par revendiquer cette école d'art comme une œuvre d'art collective. Donc, une œuvre d'art collective où on faisait de tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de division entre les arts. Mhm. D'abord, on a commencé par faire de la radio et puis on a commencé par faire de la musique. Donc, on a imité pour des artistes collectifs des arts de groupe. Voilà. Donc, ça, c'est important de situer un petit peu ça. Et voilà. Donc, je voulais Mhm. situer ça. Et pour dire que de toute façon, depuis toujours, j'ai aboli la question de l'auteur. Enfin, je me suis dit, pour répondre à ta question, est-ce que je suis artiste? Je pense que je suis tout simplement quelqu'un qui, quand il a commencé à entrer dans les écoles d'art, on m'avait dit que la question de l'auteur enfin, que l'auteur était mort. Je trouvais ça très bien, en fait. Très bien. Je me suis dit, ça, on va s'en débarrasser. Ça, c'est fait. C'est quelque chose de fait. Donc, on va plutôt travailler comme j'avais l'habitude de travailler avec mes amis de Châteauroux, en compagnie, en Mhm. étant un Mhm. collectif. Mhm. Donc, je préfère dire que finalement, au fur et à mesure de ce que j'ai mené, en fait, je me sens un être collectif. Je suis fait de tout un tas d'autres personnes qui ne sont pas simplement des artistes, qui sont à la fois des poètes, des ingénieurs, des techniciens, des artisans, des étudiants, des habitants et des musiciens. Et c'est avec eux que je mène cette activité en fait artistique. Voilà. Écoute, moi, ça m'enchante parce qu'il y a une démarche intuitive de ma part sur cette invitation, ce qui, voilà. Donc, on ne sait pas. On a fait un petit test hier technique. La technologie, c'est aussi quelque chose que tu travailles et c'est aussi pour ça. Oui. On pioche pas comme ça, plouf plouf, telle ou telle personne. Mais il y a quelque chose d'intuitif. On s'était pas mis d'accord sur ce que tu viens d'évoquer et je trouve ça Non, vraiment mais tant mieux parce que au en fait, contraire. j'adore être au bord du vaste. Si tu veux, Ok. pour moi, ce truc de bègue, c'est aussi c'est le grand saut. À chaque fois, je suis au bord du vaste. Où je prends l'image, je suis comme, enfin, je suis au bord de l'Etna. Il faut faire le grand saut. Et ça me plaît beaucoup. C'est pour ça qu'à la fois, j'ai beaucoup d'appréhension et puis en même temps, malgré tout, comme j'ai trouvé une technique pour parler, je suis aussi un grand bavard. Donc ça va. C'est parfait, on est tous les deux des grands bavards. Moi maintenant installé comme psychanalyste, mais qui ai gardé toujours un pied dans cette histoire qui passe par des figures très convoquées à l'heure d'aujourd'hui dans les écoles d'art, comme Filiou, mais t'évoques 17 ans. Moi, à 17 ans, c'est la mort de Filiou, ce grand artiste en Dordogne, pour lequel j'ai beaucoup d'estime Et par rapport effectivement à sa traversée des disciplines que je sais aussi tu convoques. Et donc ça, c'est très bien, mais c'est pas très bien parce que ça serait bon et il y a des choses qui seraient mal. Non, c'est juste que tu participes de choses, en fait, j'ai envie de dire, vivant. C'est de quelle manière on vit, de quelle manière les formes, ce que tu en fais fait, est de l'ordre du vivant avec d'autres personnes. C'est ça? oui, parce que ça se réduit pas simplement enfin, je veux dire, quand cette première expérience, en fait, qui était une aventure artistique à Châteauroux, dans cette école d'art expérimentale, mais expérimentale au sens où quand même les artistes qui avaient Mhm. 16 ans, donc qui avaient 27 ans,
Il y avait Richard Foguet, il y avait Vincent Mmh, Guiter, il mmh, y avait Régnier Le Ricollet, etc., mmh, qui étaient plus jeunes. Mais mmh. avec eux, et puis il y avait aussi Emmanuelle Vigne qui nous faisait des cours de danse contemporaine, par exemple, parce qu'elle était de Châteauroux. C'était toute la petite bande de Châteauroux. Bon, ils font école, mais ils font école parce qu'à la base, ce sont des musiciens de musique industrielle qui transforment la radio de mon père, parce que mon père avait une radio libre, ils transforment les instruments de communication de la radio en instruments de musique industrielle. Ils font de la musique indus, de la Mhm. musique expérimentale, quasiment anarcho-punk. Donc évidemment, cette école m'a beaucoup plu parce que tout simplement, T'as les trouvé une écoute? T'as trouvé une écoute? mais c'est plus qu'une écoute, c'était un langage en fait. Ah, ah, Et oui. puis surtout, on ne réduisait pas l'œuvre simplement à la fabrication d'un objet fini. Et voilà. Il y avait des aventures artistiques, il y avait des comportements, il y avait des modes d'existence, il y avait des styles Mhm, vestimentaires, il y mhm, avait des manières d'être, et mhm, que en fait, une œuvre, ça ne se réduisait pas simplement à une exposition d'un objet, d'une sculpture. Il y avait déjà l'idée que elle était à la fois multiple. Voilà, une œuvre était multiple. Elle était à la fois un style, un comportement. Elle défendait des modes d'existence et aussi une manière de parler, une manière de s'exprimer même entre nous qu'on inventait. mhm. Donc, du coup, cette œuvre d'art multiple, que j'ai appelée Oui. plus tard, c'est un terme qui est souvent utilisé maintenant, œuvre commune, moi j'appelle ça création compagnie, Mhm, etc. C'est évidemment plus large qu'une simple œuvre, enfin qu'un simple objet ou qu'une simple chose. Il y a la chose, il y a l'objet, mais l'objet est entouré de tout un environnement vivant. Et ça, c'est difficile aujourd'hui. Donc, j'ai toujours cherché des manières d'exposer ou de montrer mhm. ou d'exprimer cet ensemble-là. C'est-à-dire pas simplement la chose, mais l'environnement, le complexe vivant dans lequel une œuvre germait. Voilà. Et puis aussi, c'est ça qu'on défend. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'on a défendu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des œuvres complexes, mais les jeunes générations, en fait, en école d'art, c'est très bien parce que j'ai trouvé une génération dans les écoles, tout un tas d'étudiants avec qui j'ai un dialogue permanent, qui sont vraiment sensibles à ça et qui même, enfin, je veux dire, avec qui ce dialogue évolue, on travaille ensemble, on fait cette création en compagnie, donc on a créé des œuvres à la fois communes, avec des espaces multiples. On a inventé la multiplicité des espaces. Dans quel type d'espace qui n'était pas simplement un parallélépipède blanc avec une seule entrée, une seule sortie. Parce que quand même, je veux dire, aujourd'hui, pourquoi on n'exposerait pas... Enfin, j'ai jamais été à l'aise dans ces lieux-là, déjà, d'une part, parce que justement, ils se débarrassaient du reste, Mhm. c'est-à-dire l'environnement vivant complexe. Donc, et ça ne me convenait pas, donc j'ai toujours dit comme ça qu'il fallait changer les structures artistiques pour qu'elles deviennent des lieux que nous aimerions. Et par exemple, un lieu, un centre d'art, moi, les stabulations de Berrichon pour 190 bêtes, je les trouvais aussi intéressantes qu'un grand centre d'art parce qu'en même temps, elles ne nous privaient pas de notre environnement, Mhm. du chant des oiseaux, des odeurs, etc. Et qu'on avait la même superficie finalement qu'un centre d'art. Donc, je me suis dit pourquoi on s'obligerait alors je me suis pas obligé. En fait, je me suis jamais obligé à montrer dans ces lieux-là, et on en a inventé d'autres. On en a inventé d'autres, et le premier, ça a été pour parler de la tech justement. Le premier, ça a été la galerie du cartable. Ça a été un cartable vidéo. Ça a été un cartable vidéo que j'ai fait avec trois amis, enfin avec deux amis. Mhm. Voilà, et ce cartable vidéo nous permettait juste après la sortie des écoles d'art, en rentrant chez nous, de diffuser des films sur notre temps libre, c'est-à-dire en dehors du temps du travail. En rentrant chez nous, en marchant le soir, on déployait notre cartable vidéo et on montrait un film portatif. Donc ça, c'était vraiment en 99-2000. On l'a fait en 99-2000.
Et j'ai rencontré pas mal de cinéastes à cette époque-là. Et Mhm. ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à Filiou, je veux dire tous, enfin, en fait, première grand naissance d'un art de groupe à Châteauroux. Ensuite, il y a la rencontre avec un type génial qui ressemblait à une sorte de Chewbacca américain qui provenait du MIT et qui a été catapulté à Nantes avec des cheveux longs, paillasses, blancs. Il s'appelait Joachim Pfeuffer. Et Joachim Pfeuffer était le co-architecte du Poydrome, qu'il revendiquait comme à la fois une œuvre de communication et d'amitié, qui Est-ce était que une tu œuvre. peux, David, parce que comme ça va être, Pardon, là, nous pardon, oui, sommes, non, pardon. non, non, au contraire, non, non, mais juste le poi poi, juste placer quelque Oui. chose pour les personnes après qui pourront, qui vont nous regarder comme des choses sur YouTube, mais c'est pas un podcast. Le poi poi drome, tu peux juste dire le lien avec Filiou pour que les gens resituent. Bah, le lien avec Filiou, c'est Voilà, juste. Robert Filiou et Joachim Pfeuffer qui Mm, inventent un centre de création permanente. mm. Ils appellent Merci. ça, donc ils architecturent, Mhm, ils formalisent quelque chose en fait qui va être une des premières œuvres de contribution en fait parce que cette œuvre elle évolue, comment dire, elle se génère, son mhm, architecture se déploie dans le temps avec les personnes qui contribuent à cette création permanente. Donc, ils appelaient ça d'ailleurs un centre de co-création, c'était de la mhm, mhm, co-création, mhm, mhm. et n'importe qui, enfant, amateur, artiste, pouvait venir et co-créer avec eux dans ce centre de création permanente. Et Joachim, à l'époque où j'ai été son étudiant, il était en train de le reconfigurer parce que c'était une matrice, en fait, pour eux, de ce qu'allait devenir peut-être une des premières œuvres d'art collective. Enfin, il y Mhm. en a eu d'autres, mais je veux dire, exprimé de telle manière, c'est-à-dire que pour moi, le Poipodrome, ce qui était parfaitement intéressant par rapport à Internet aujourd'hui, c'est que son but était de mettre en réseau les processus créatifs humains. Voilà. Mais pas à distance par des moyens de communication, Mhm. mais comme on pouvait se dire bonjour chez les Dogons en se disant poi poi. Donc c'était évidemment une relation humaine, très humaine, et de l'ordre du bonjour, savoir comment se dire bonjour, savoir comment finalement communiquer, se donner quelque chose. Donc, le Poi Poi Drome, bon, c'est devenu ce centre de création permanente. Et quand j'étais étudiant, Joachim était en train de le reconfigurer. Il était en train de refaire une matrice, une nouvelle matrice. On a compris que c'était une matrice pour des œuvres à venir et il nous a utilisé pour que l'on Mhm. Mhm. imagine des départements. Alors, ça s'appelait des antennes. On créait des antennes de recherche temporelle, des antennes de recherche numérique. Moi, j'avais monté la recherche d'antennes temporelles et gastronomiques puisque Fantastique, fantastique. on avait Mhm. un espace de convivialité en fait. Mhm. Donc il y avait art, voilà, je me souviens, Joachim faisait du home art chez lui, il nous invitait, ça passait toujours d'ailleurs. La relation, il faut bien créer une relation. Donc la relation passait par la cuisine. Et puis ensuite, de la cuisine, on discutait de poésie. Puis ensuite, évidemment, la poésie, elle ne pouvait pas se faire sans une certaine technicité, puisqu'on était avec des ordinateurs. Mais en fait, ces ordinateurs et toute cette technique, nous, ce qui nous intéressait, c'était de la transformer, de la métamorphoser en poésie. Donc évidemment, on avait des exemples, hein, tu vois, je veux dire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Monsieur Musial, parce que les techniques de dramaturgie qui intéresse Jean-Marc Musial, qui est metteur en scène, et Virginie de Ricci, qui est actrice au sein de cette compagnie. C'est ce qui les intéresse évidemment. C'est alors ce qui nous a reliés en fait, c'était Abel Gans, par exemple. Pour moi, un des grands poètes techniques, c'est Abel Gans. C'est pas simplement Abel Gans, c'est Abel Gans et Nelly Kaplan. Tiens, un être collectif. Voilà. Abel Gans, Nelly Kaplan, un être collectif. Un, deux, un homme, une femme. C'est assez extraordinaire parce que je ne sais pas si tu le sais, mais j'aime depuis 25, un quart de siècle, peut-être 30 ans, je ne sais pas, mais les éditions Rougerie. Et les éditions Rougerie, ce sont les éditions, entre autres, de textes de Saint-Paul Roux,
et Saint-Paul-Roux, donc ils sont à Limoges, et Saint-Paul-Roux a écrit un texte magnifique sur Abel Gans. Là, on est il y a plus d'un siècle où il parle de tech, comme tu le dis, ou de technologie, et ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on se parle là, on se fait un coucou. Donc, je sais pas si on est Oui, Dogon tous les deux, mais on peut dire qu'on est Dogon un petit peu. Voilà. Et je trouve ça fascinant que, à l'heure d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de réappropriation esthétique. C'est-à-dire que tu n'as pas fait un cursus qui t'amènerait à découvrir. Dans ta vie, dans ton expérimentation, il y a quelque chose qui t'est apparu nécessaire. Tu l'as évoqué par rapport au langage et de l'ordre de la rencontre. Il y a quelque chose qui est l'ordre de la rencontre et du vivant. Et ça, c'est fantastique. Et tu continues toujours, c'est pour ça qu'on se parle, mais on pourrait se parler aussi si ce n'était pas le cas, oui, à oui. trouver tes formes à toi dans une œuvre. Dans une œuvre, effectivement, qui n'est pas simplement une œuvre sur un plateau ou dans une galerie d'art, mais une œuvre qui perdure et qui est de l'ordre de la transmission. Et donc, encore une fois, mille merci d'accepter de nous en dire quelque chose, David. Voilà. Ben, je t'en prie, mais effectivement, mettre en scène un acte de transmission, je pense que c'est une des questions c'est une des premières choses que j'ai toujours faites. Mettre en scène un acte de transmission. Pourquoi? Parce que la parole n'allait pas de soi. Donc, il fallait que je me mette en scène. Il fallait que je mette en scène l'énonciation, cette parole. Évidemment, après, j'ai trouvé tout un tas de personnes qui avaient travaillé là-dessus. Mais Abel Gans, ce qui me plaît dans la polyvision qu'il invente avec Mmh, mmh, Nelly Kaplan, c'est qu'il invente un autre niveau de réalité aussi que l'on voit sur l'écran, avec un rythme visuel et un lyrisme incroyable. Bon, j'en ai besoin. J'en ai besoin aujourd'hui. Pourquoi j'ai besoin de la poésie technique? Pourquoi j'ai besoin de transformer la technique en poésie? Pourquoi j'ai besoin de la mmh, métamorphoser? Pourquoi mmh, j'ai mmh, besoin d'abondance? Pourquoi? mmh. Parce que je me dis, comment on peut réussir aujourd'hui à traverser le monde plat? Je le trouve plat. Ce, ce, ce monde et que aussi, enfin, je le trouve plat. Je veux dire que euh, je ne vois pas pour sécher à Belgans ce que je vois. Enfin, c'est par l'activité que je fais que je transforme les choses. Donc, il y a une activité de transformation. Bon, voilà. Donc, et ça me permet de vivre des aventures intenses et de créer des œuvres d'amitié entre des tas. J'ai j'ai fait plein d'œuvres d'amitié en fait, pas seul, donc avec plein d'autres personnes. C'est Et ce sont rare, pas des œuvres, l'amitié. David, voilà. c'est rare, et c'est un mot C'est- fort. Je trouve ça très fort ouais. que tu nous communiques comme Et, ça, une c'est œuvre pas des d'amitié. œuvres que vous verrez. Voilà, c'est Mm, des œuvres pour la plupart, mhm, on découvrira peut-être un jour par surprise comme ça, parce qu'elles sont un peu dispersées. mhm. Et puis il y en a d'autres qui vont être mis en avant, voilà, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et de non-artistes. Bon, donc il y a ces œuvres d'amitié et qui sont des œuvres collectives et qui nous permettent de traverser ce que j'appelle ce monde plat. Enfin, en tout cas, lui donner une intensité. C'est intéressant parce on se parle et on se voit par des écrans plats. Oui, Et Abel Gans est un grand cinéaste qui est fait des films il y a un siècle à la louche comme ça, euh, argentique, mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit de traverser l'écran, de traverser la parole, de traverser les ondes, les sens, et effectivement de transmettre quelque chose qui nous permette de rester en vie en quelque sorte. Il y a une urgence de transmission. Et tu as évoqué aussi dans tes œuvres collectives passées, dans le début de l'aspect culinaire. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage. C'est important de pouvoir partager et non pas de provoquer simplement une expérience esthétique. oui. C'est en fait le partage, j'ai même appelé ça des créations partagées, mais c'était en fait dans les écoles d'art, beaucoup de professeurs qui sont pas inconnus comme Ouais, artistes ouais. font de la création partagée parce que c'est une des méthodes pédagogiques dans certaines qui a été inventée par, pour moi, les meilleurs pédagogues au sein des écoles. Sans le savoir, il proposait quelque chose Mhm. d'autres propositions à ce que je
critique depuis des années, qui est l'esthétique de la compétitivité. Et je pense que cette esthétique de la compétitivité qui met les artistes en concurrence entre eux est quelque chose qui est arrivé à une certaine décadence, à mon sens. Et Mhm. donc, je sais très bien que la coopération artistique, justement, en tout cas pour moi, elle m'offre beaucoup plus d'intensité de vie et de réflexion artistique qui sont, comment dire, immédiatement transformées en, en, en- comment dire, oui, Mhm. peut-être en dramaturgie, en mise en scène, mais enfin qui sont peut-être tout simplement transformés voilà, tout simplement transformés en œuvre. Et voilà. Et donc ça, cette coopération artistique, qu'elle soit entre les artistes et puis même aujourd'hui, on commence à en entendre parler, une coopération qui soit pas simplement entre les humains, mais avec les vivants. Voilà ce que j'appelais la stabulation, c'est-à-dire pas séparer de notre environnement. Bon, c'est quelque chose qui, à mon sens, a de l'avenir, Mhm. beaucoup d'avenir, parce que justement, il nous sort de ces mondes clos, du parallélépipède blanc à une seule entrée, une seule sortie. Je pense que ce modèle-là est complètement aujourd'hui révolu, qu'il faut l'exploser totalement. Et quand j'utilise la VR, la réalité virtuelle, c'est parce que j'ai trouvé une unité spatiale qui permet, dans un seul espace, de créer une multitude de mondes infinis qui sont interconnectés entre eux. Je travaille ça avec les étudiants. Et alors, bon, ça sera un peu long à expliquer la VR, Non, mais la VR, non, les gens prendront, ils iront piocher là où. oui, Mais donc, oui. réalité virtuelle, bien évidemment, David. Et quand tu dis étudiants, c'est des étudiants d'une école en particulier? C'est ce que tu as Ouais, fait récemment à Limoges? c'est les étudiants de Limoges. D'ailleurs, c'est eux Oui. qui m'ont converti à Ah, la, oh, à la réalité extraordinaire. virtuelle. Extraordinaire. Tu Ben, peux parce nous. que j'avais une réflexion sur cette unité spatiale que je cherchais, c'est-à-dire ce que Mhm. j'appelle les arts filmiques. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans les arts filmiques, et ben, par exemple, les arts filmiques, il y avait cette unité spatiale qui permettait de réunir, c'est une idée vieille comme le monde, enfin, depuis que le cinéma existe, on sait très Bien sûr. bien que c'est Mhm. un espace de synthèse des arts. Mhm. Donc Mhm. voilà, premier espace de synthèse des arts intéressant, puisque en plus, il nous permet d'introduire comment dire, la création, enfin, d'introduire dans le quotidien, puisque le cinéma filme aussi, filme la création exercée dans la vie quotidienne. La Mhm. nouvelle vague Mhm. n'a fait que ça. Et Mhm. puis, bon, donc évidemment, nous, des artistes comme moi ou d'autres, enfin je veux dire, on exerce, mais il n'y a pas que les artistes qui exercent de la créativité dans leur vie quotidienne. Donc Mhm. ça, il faut évidemment en parler, et je trouve que le cinéma le montre très bien. Donc, premier espace d'exposition pour moi, ça a été l'espace filmique. Deuxième espace d'exposition, ça a été la réalité virtuelle, la réalité artificielle, parce que je retrouvais la possibilité de montrer une activité de groupe au sein d'une réalité artificielle avec des niveaux de réalité différents. On pouvait connecter nos différentes perceptions, créer des mondes multiples et encore une fois démontrer qu'il y avait d'autres espaces possibles que ce fameux parallélépipède blanc. Donc, et quand on a fait l'exposition Jeux de monde à Bourges, j'ai C'était réussi. en quelle année? Juste pour resituer, pour les gens qui nous Ah, ça, c'était suivront. l'année dernière. C'était C'est l'année dernière. ça, c'est ça. Oui. Et cette L'année exposition, donc? dernière, ouais, dans un château d'eau de la ville de Bourges, que tout le monde Mhm. connaissait, qui était un Mhm. lieu très populaire. C'est là que j'avais. Bon, parce que j'ai créé aussi trois prototypes d'écoles en parallèle des écoles d'art. Très bien. Celui-ci s'appelait Hall Noir. Je l'ai créé au sein d'une. Enfin, je ne l'ai pas créé tout seul, encore une fois. Je l'ai créé au sein d'une première association qui s'appelait Bandimage, Mhm. qui était dirigée par Isabelle Carlier, avec qui Mhm. j'ai beaucoup travaillé, Mhm. qui a beaucoup produit et soutenu tout ce qu'on a fait. C'est et c'est avec elle que j'ai pu faire All Noir, qui a continué jusqu'à aujourd'hui voilà, à la friche culturelle de Bourges, l'entrepôt. Oui, c'est ça. Euh, Mhm. voilà. Donc on a créé un prototype d'école avec des étudiants. C'est-à-dire un lieu dans lequel les étudiants pouvaient se programmer entre eux.
on partait de rien. Ça s'appelle All Noir, parce que d'ailleurs c'est Josepha Enjan, qui est assez Mhm, connue maintenant, mhm, mhm. qui a trouvé le nom All Noir, qui est lié aussi à ce qu'elle appelle la mélasse. Donc on part de la mélasse, on part du noir, et puis on essaie de se sortir de cela. Pour moi, All Noir, ça a toujours été ça. Il n'y avait pas d'idée d'avance. On commençait par on installe une base d'échange, on échange sur les idées, les désirs, pas les projets, mais les désirs. Donc, on échange sur des désirs communs, et puis jusqu'à ce qu'on s'entende sur un désir qui nous dépasse tous. Et la réalisation de ce désir, qui est en fait un grand désir de langage et Mhm, d'expression, mhm, va nous permettre de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître, de travailler ensemble. Et c'est la réalisation, la mise en œuvre de de ce désir de langage commun qui nous dépasse, qui va enseigner à tout le monde. Voilà. Ça, pour moi, c'est la base des grands ateliers d'art vivant d'aujourd'hui, en fait, et d'une manière d'échanger et de créer de la réflexion pédagogique euh, sur la création et tout en la, tout en l'exerçant, en fait, dans la vie quotidienne. Donc, au Château d'Eau, All Noir, on a toujours commencé par monter une régie vidéo et une régie cuisine. C'était la première chose. Il y a toujours cette association à un moment donné, se donner les moyens de Oui, s'alimenter, mais c'est un peu réducteur hein, de s'alimenter, mais de ce partage aussi. Il y a une cuisine. Vous faites de la cuisine, mais c'est oui, il pas y a une cuisine esthétique, c'est pas un mouvement esthétique qui Non, considérait de voilà. non, c'est juste un moment de convivialité et qui permet de se rassembler, en Bravo, fait. Et donc bravo. d'avoir des Mhm, conversations plus légères, en fait, des conversations dans la vie quotidienne. Qu'on ne mhm, soit pas constamment dans un atelier artistique, qu'on puisse aussi parler des goûts, c'est-à-dire d'un retour à de multiples sensations et des sens. mhm. Ça pour dire que, parce que par exemple, c'est à la fin d'une très belle interview de Jean Renoir qui dit au moins, il faut garder le sens de ce qui ne s'explique pas, comme la cuisine. Par exemple, on sait arranger, voilà, ça ne s'explique pas, mais à un moment donné, on sait composer, associer, trouver les bonnes associations pour créer voilà, du goût. Donc garder le sens de ce qui ne s'explique pas comme en cuisine, c'est-à-dire on travaille par les sens. Et alors, All Noir, pour terminer, avec Oui, ce oui. projet VR, donc j'ai rassemblé 10 étudiants Mhm, qui avaient des difficultés justement dans les écoles d'art d'être pris pour des artistes parce qu'ils faisaient de la, enfin de la VR, j'aime pas ce mot-là, ils utilisaient les outils de réalité virtuelle pour créer, comme outil de mhm, création. mhm. Donc, c'est deux étudiants, Léo Salanon et Étienne Muller de Limoges, qui m'ont complètement converti à l'utilisation de la réalité virtuelle comme instrument de création artistique. Donc tu veux Et dire eux, des casques, hein? Des casques, entre alors, autres, mais il ne s'agit pas que de casques. non, les casques, ça en fait partie. Mhm, Mais ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'on met un casque, plutôt que d'être passif, ce qu'ils m'ont appris, parce que eux, mhm, c'était des compagnons à la base. Ils ont fait avant de faire une école d'art, ils ont fait l'école des compagnons. Donc c'était vraiment, alors il y en avait un qui fabriquait ses outils, qui créait ses outils, et puis bon, et puis l'autre travaillait, Étienne travaillait déjà en 3D et visualisait des pièces difficiles il était tailleur de pierre, donc c'était difficile à réaliser pour les placer, accéder à un endroit inaccessible dans une mhm, cathédrale. Donc, mhm. il est fabriqué et il est placé en réalité virtuelle dans une cathédrale modélisée. D'accord. Alors, la première chose quand j'ai mis le casque de vision, c'est que j'ai tout de suite pensé à... je me suis rendu compte que la réalité virtuelle, c'était une fabrique. On fabriquait avec ses mains. On retrouvait l'usage des mains, l'histoire de sa main.
Oui, oui. Il y avait des outils, ce qu'on appelle des outils de créativité. Mhm, mhm. Medium, Gravity Sketch et un outil de créativité de peinture qui s'appelle Tilbrush. Enfin, ça s'appelait Tilbrush à l'époque. Bon, D'accord. peu importe. Avec ça, on Mhm, pouvait dessiner, on pouvait générer de la matière digitale, on pouvait dessiner, mhm. on pouvait sculpter. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que on n'a pas pris des casques de vision pour faire des jeux vidéo. Je me suis rendu compte que c'était un atelier d'aimant, qu'on pouvait fabriquer, qu'on pouvait travailler, qu'on pouvait fabriquer des œuvres, en Oui, fait. oui. Tout de suite, on pouvait fabriquer, avec le cartable, on avait créé des images flottantes. Là, on pouvait faire des sculptures flottantes, des dessins spatiaux, un peu pour moi le rêve de Malevich, des dessins sans gravité. Mhm, On pouvait tout de mhm. suite les réaliser dans l'espace en apesanteur. Ensuite, on a commencé avec les étudiants, quand on s'est aperçu de ça, créer des œuvres, des sculptures gravitationnelles, sans gravité, qui flottent aussi dans l'espace. Bon, alors, ces étudiants, je les ai rassemblés, ces jeunes artistes, Mhm. pendant, pendant pratiquement un mois en atelier. Ils ont conçu chacun un monde. Et ces mondes, en fait, on a créé un monde commun qui rassemblait l'ensemble de ces mondes et qu'il pouvait être visité à l'échelle du château d'eau de la ville de Bourges, c'est-à-dire le lieu qui nous recevait. D'accord, oui. Il y a Alors, ce qu'on une... a fait, c'est qu'on Mhm, a mhm, superposé les réalités. mhm, C'est-à-dire que les gens rentraient dans le château d'eau, l'expo était mhm, entièrement vide, et dès qu'ils mettaient le casque, ils voyaient le château d'eau comme ils l'avaient jamais vu, à mhm, ciel mhm, ouvert. C'était un mhm. peu, on avait travaillé souvent dans le château d'eau. Donc, on a travaillé, on a fait un château d'eau à ciel ouvert qui était déjà qui bouleversait la perception du château d'eau pour les personnes qui le visitaient. Et puis ensuite, ils pouvaient passer dans ces 8 mondes et revenir dans le monde commun où il y avait un certain nombre de choses, des œuvres gravitationnelles, Mhm, etc., qui les mhm, mhm. redirigeaient vers d'autres mondes. Bon, et ben ça a duré 10 jours. Ça a été à la fois un succès populaire et professionnel, succès populaire parce que au château d'eau de la ville de Bourges, il y a eu à peu près 1000 personnes en 7 jours qui sont venues. Mhm. Et ce qui était le plus intéressant, c'était et notamment des personnes de tout âge et beaucoup de personnes âgées, mais 80-85 ans, qui mettaient les casques. Bon, d'abord, ils étaient accompagnés, on les accompagnait. Mhm. C'est-à-dire que mais à la friche culturelle de Bourges, l'entrepôt Bandimage, il y a toujours eu ce travail de fait qui est pas simplement un travail de médiation, mais un travail de soin. C'est-à-dire que De génération, d'accompagnement de génération, de personnes entre les vivants, quel que soit leur âge, c'est ça. C'est oui, pas. oui, oui, Mhm, oui, oui. mhm, Bah, mhm, voilà, pour quelqu'un mhm. qui fait avec d'autres des arts entre les arts, dans ces espaces intermédiaires, on les connaît bien. Donc on sait à quel point la tactilité, le poi-poi de Filiu, la relation, c'est-à-dire comment créer une relation, c'est important pour passer dans ces mondes dans ces mondes qui sont des mondes de perception, quoi, Oui, avec une plasticité qu'ils ne connaissaient pas. Parce c'est qu'il y avait, important ce que tu viens de dire, parce que on il avait s'agit créé pas des. simplement d'installation, David. C'est bien. Il s'agit d'une Non, expérience, d'un monde qui te permet de vivre quelque chose entre eux. Bah, il y a trois réalités, celle d'avant, celle du moment où tu vis cette rencontre avec un travail collectif, une œuvre partagée, et puis après le retour dans la vie quotidienne en quelque sorte. Donc il y a une vraie c'est expérience. ça. C'est pas une démarche esthétique. C'est ni une démarche esthétique, ni une démarche de ta part, et pas que de ta part, de, je dirais, une modernité qui utiliserait les technologies pour des technologies. Il s'agit pas de ça. Il y a une Non, proposition de dimension effectivement je peux. d'expérience. Est-ce que je peux montrer une image? Parce que Ah, en fait, tu peux, oui, bien sûr, au contraire, tu peux je tout. peux, je sais pas à combien de temps on est, mais bon. Mais Euh, on n'a pas de temps. On prend le temps de la d'accord. discussion du coucou. Ça me vient comme ça, le coucou, le poi-poi. On prend le temps de se parler, de se dire, Voilà. c'est bien que vous existiez, ce que vous faites, David. Voilà, c'est tout.
Mais c'est Mais, vrai, c'est comme ça que je perçois les choses et c'est pour ça qu'on le fait. Et donc après, ça sera vu. non, mais c'est très bien. Et ça fait partie effectivement d'une réflexion de ma part. Donc ça, il faut pas se le cacher, d'essayer d'en dire quelque chose de ce rendez-vous qui pourrait être simplement un appel universitaire ou de chercheurs comme ça existe. Non, il s'agit de donner la parole à des gens qui ont du souffle, du souffle. Donc vas-y, tu peux nous tu montrer et puis eh ben, c'est plus voilà. facile. Je vais faire ça. Voilà. Parfait, Voilà. parfait. Donc là, on va mieux voir. On Oui, va mieux oui. voir. Et je vais commenter un tout petit peu. Ah À oui, avec grand gauche, plaisir. voilà. À gauche de l'image, on voit la réalité virtuelle superposée à droite de l'image à la réalité du château d'eau. Donc là, Mhm, c'est le château mhm. d'eau. Les murs ont été transformés en fluide. Voilà ce que les gens voyaient en rentrant à l'intérieur. D'accord. Donc il y avait un et puis avec évidemment le château d'eau à ciel ouvert. Donc il faisait une expérience, il refaisait une expérience des œuvres complètement sensorielle, avec un son binaural, donc un son spatialisé qui leur permettait d'agir physiquement et de se déplacer physiquement, parce que le son, on sait très bien que c'est Mhm. apporte une grande physicalité à l'image, et Bien donc sûr, ça bien permettait sûr. Mhm. aux personnes d'avoir un certain sens de la gravité grâce au son. Le son, c'était le point gravitationnel de ces espaces plastiques assez perturbants en fait. Alors j'en montre d'autres, par exemple là on voit, c'était un étudiant, voilà, là il y avait un lit, voilà, et quand on s'asseyait, s'allongeait dans le lit, on voyait des végétaux apparaître en nuage de points, un arbre qui apparaissait avec le frémissement, voilà, du son. Je ne sais pas si on entend bien le son. Non, on n'entend pas le son, David, mais on mettra un lien sous la Oui. vidéo sur YouTube Alors, pour. je remonte juste, je vais vous montrer juste ce que j'appelle les sculptures gravitationnelles. C'est J'ai important parce qu'on sait pertinemment tous les deux que l'expérience, malgré un casque, nous ramène à un espace qui n'est pas celui de l'espace de la représentation ou l'espace de l'exposition classique. Oui, et tu vois, là, par exemple, les gens rentraient dans des sphères. Enfin, en tout cas, Oui. dans le monde commun, il y avait, voilà, on va voir la sphère juste après. Voilà. Il faut que tu baisses légèrement ton appareil que tu utilises, le mobile. Voilà, parfait, parfait. Voilà. Pas trop. Voilà, Voilà. parfait, David. Superbe. Donc, il y avait des Oui. sphères qui Mhm. flottaient dans l'espace du château d'eau. Et quand on rentrait dans la sphère, on rentrait en réalité dans un film qui avait été réalisé en 360 degrés. Alors là, je pense qu'on retrouve, bon, de manière la poésie technique dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Et hop, voilà, on se retrouve à l'intérieur. Et donc le son évidemment est spatialisé. Donc quand on rentre, on entend le son. Et quand on ressort, bon, voilà. Mhm. Et quand Mhm. on ressort, on se retrouve à nouveau dans l'environnement sonore du château d'eau. Bon, alors on a fait ça. On a fait ça. Et ce qui était dernière chose importante, ce qui était extraordinaire, c'est que ces dames à un moment donné qui sont venues que j'ai rencontrées, qui avaient ouais, plus de 80 ans en fait, elles m'ont avoué quelque chose. Il y a une dame, une de ces dames qui venait quasiment tous les 2 jours, m'a dit bah écoutez voilà. Bon, je vais vous dire une chose un peu inavouable. Je pense que ma grand-mère aurait pu me dire la même chose à l'époque. C'est que je suis assez âgé. Euh, bon, mon mari est décédé, etc. Voilà, je suis une vieille dame, mais j'ai eu des, voilà, je suis chrétienne. Je crois, j'ai une certaine spiritualité. Je crois à l'au-delà. Et donc, j'entre, quand je mets ce casque de vision, parce qu'elle y passait quand même 1 heure à chaque fois, parce qu'on pouvait y passer des heures. Elle me dit, je me fais une immersion dans l'au-delà. Voilà. Et donc, c'était assez étonnant. Et puis après, comme en plus, on avait détourné la technologie des casques pour nous permettre, des casques de méta pour nous permettre d'être en multijoueur.
c'est-à-dire de pouvoir, avec 6 casques, Mhm. faire une expérience à plusieurs dans cette réalité artificielle. Tu Donc, en fait, emploies le mot il y a une interaction, c'est pas pour quand oui, il tu. y avait, il y avait un peu d'interaction. Oui, Enfin, il y avait carrément de l'interaction, puisque mais oui, oui, quand on mettait dis-moi. le casque, en Oui, fait, à plusieurs, des avatars apparaissaient et d'accord, on pouvait se échanger, enfin se voir, parce que un des soins exactement. importants, Mhm, un des mhm, soins, c'était à la fois, et qui était quand même parce qu'on a fait ça avec presque rien, disons, c'était la première fois qu'on pouvait se déplacer dans un périmètre en réalité virtuelle aussi mhm, grand. mhm, Il y mhm, avait 300 ou 400 mètres carrés, enfin c'était énorme, sans fil, sans laisse, sans être d'accord. attaché à un ordinateur. Mhm, Et en plus, avec une architecture complexe dans laquelle on pouvait se déplacer parce que on avait superposé l'espace réel à l'espace virtuel au millimètre près. Ça, c'était très compliqué aussi à faire. oui. Et puis, en plus, on pouvait se déplacer à plusieurs et faire l'expérience à plusieurs avec des avatars pour pouvoir, évidemment, ne pas se cogner entre nous. Mhm, Déjà, il fallait éviter les murs de l'architecture complexe parce que malgré tout, on est aveugle avec les casques. Mais quand cette architecture réapparaît en réalité virtuelle et qu'on sait qu'elle est superposée, c'est pour ça que les gens touchent, on les voit toucher, pour mhm, s'assurer mhm, que la réalité virtuelle est bien superposée à l'espace réel. Et puis ensuite, les gens se détendaient à l'intérieur parce qu'ils n'étaient pas seuls. Et on a fait la démonstration qu'on ne pouvait, comme on a cet a priori, que dans ces espaces de réalité virtuelle, on n'est pas isolé. Ça dépend ce qu'on en fait, mais on n'est pas obligé de s'isoler. mhm. Bon, voilà. Donc cette expérience. Et en plus, à la fin, évidemment, on était là pour recueillir. On a fait un recueil sonore de sensations des personnes parce que finalement, c'est marrant. La première fois, il y avait des personnes qui essayaient de photographier, mais elles photographiaient du vide. Oui. Et en fin de compte, la seule manière de comment dire, Tu vois. d'échanger sur cette Oui, expérience, eh oui, ben, c'est de oui. se la raconter oralement. Donc les gens en parlaient entre eux. Voilà. Donc ça a été quand même une expérience extraordinaire parce qu'il y avait tout. Il y avait cette entrée dans un monde infini possible, où des dames incroyables, qui disent ah, mais c'est incroyable, c'est une nouvelle manière de voir les œuvres parce on les sent directement. C'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup de, je dirais, de centres qui s'ouvrent à cette réalité virtuelle et ça te permet, soi-disant, de rentrer dans un tableau de Kandinsky ou d'autres choses. Et c'est pas du tout ce dont tu nous parles. Ce n'est pas du tout la même expérience. C'est-à-dire que ce dont tu nous parles depuis cette œuvre partagée physique et cette œuvre partagée qu'on va dire dématérialisée, c'est très certainement réducteur, hein, les mots que j'emploie, mais Non, non. tu nous parles de quelque chose qui est de revivre toujours une expérience. Et c'est un mot comme l'immersion, comme effectivement 360 degrés, comme la réalité virtuelle, qui est très à la mode. Qui est très à la mode au sens où il y aurait un Eldorado, il y aurait quelque chose. Et c'est pas tout à fait ce dont on peut entendre dans ce que tu nous racontes. Tu nous racontes de quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, donc de quelque chose qui est de l'ordre du vivant et qui est pas une instrumentalisation où on va vous cadrer pour aller à droite, pour aller à gauche, etc. Il y a quelque chose de très humain au sens d'une ouverture à l'espace, d'une générosité. Et c'est là où j'entends ton rapport au langage et au rapport à ce que tu fais dans la transmission. Il s'agit d'une générosité vis-à-vis de l'autre et d'expérimenter quelque chose qui, pour le coup, il ne s'agit pas de prendre des photos, des cartes postales, ça passe effectivement par, si on veut garder une trace, quelque chose de radiophonique peut-être. En Oui, tout cas par le son. mais en Oui, tout la cas, voix, la voix. c'est quand même une affaire de vision. Moi, ce qui m'intéresse dans ces Ah. casques de vision, Mhm, mhm. c'est que ça permet Oui, ça c'est une permet. vision, mais qui n'est pas que visuelle, puisque tu as évoqué Ah, bien l'aspect qui est sûr, très il y important, a tous c'est les sens. Oui. et voilà, et qui est aussi la spatialisation sonore. Et Ouais. donc d'un seul coup, c'est une réalité sur la réalité. Et il s'agit bien de réalité. Tu nous parles bien d'une réalité et non pas d'une exposition. Si je peux faire Non, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense que par exemple, quand je voyais, quand je vais, enfin, ce que je Hmm. trouvais très bien, c'est quand je vais dans un musée, que je vois, je sais pas moi,
Picabia, puis après un Picasso, puis après, je sais pas, en passant à un Stella ou d'autres Hum, choses, ou hum, une hum, œuvre d'Orlan ou hum, hum, de Charlie Jaff, là, en ce moment, hum. eh ben, je vois en fait des niveaux de réalité différents. C'est- Je vois des modes de perception différentes et des niveaux de réalité différents. Et il ne Et ces s'agit pas niveaux de réalité, d'esthétique. C'est non, une forme phénoménologique en quelque sorte. On est dans la matière. Dans la oui, mais matière? ce que cette dame me disait, ces Ouais. visions inavouables, eh Uh-huh. bien, je trouve que certains, enfin, l'art a permis de montrer des visions inavouables, parfois. Et quand je voyais ces tableaux, quand je vois des œuvres, en fait, et surtout des images qui bouleversent les perceptions, bah, je me dis, tiens, là, on a un niveau de réalité qui est superposé à la nôtre et que je ne voyais pas, qu'il me montre. Et un tel, et un tel, et un tel, ou une telle, ou une telle. Voilà. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces niveaux de réalité? On peut les contempler pendant des années, mais moi, j'aime bien que, que ça. Ben, je me dis, voilà, je veux dire qu'il y a une. Je veux dire, l'art, on l'a exposé, on l'a montré, on l'a copié, on l'a imité, Mhm. on a fait des tas de choses avec ça, mais très peu l'utilisent parce que cette fonctionnalité, en fait, je trouve que c'est intéressant de lui redonner une fonction, mais une fonction en disant, bah voilà, il y a il y a des niveaux de réalité, et puis l'art moderne, alors on va sortir de cette histoire, et puis on va regarder ces niveaux de réalité. Tiens, lui m'a montré quelque chose multidimensionnellement. Aujourd'hui, ça me parle. Mhm. Elle m'a montré, Georgia O'Keeffe m'a montré les plantes d'une certaine Mhm. façon, etc., les couleurs d'une certaine façon. Hier, tu m'as parlé de la couleur. Ma plus grande expérience de bouleversement des perceptions quand j'étais étudiant, c'était la couleur. La couleur parce que c'était les cours de couleur qui étaient passionnants. On avait deux professeurs, des excentriques, non pas du cinéma français, mais des beaux-arts, comme on n'en fait plus, Mais qui, si, on en fait, David. Vous êtes là, tu es là, donc oui, on en fait, on non en mais je fait. veux dire, Mais pas des non produits, pas mais des produits, pas des produits en tous les cas, pas des non mais personnes c'était produites. Hum, hum, dans un langage. Aujourd'hui, bon voilà, le langage, enfin hum. il y a une mutation, etc. Mais disons que Vérité. c'était des excentriques de leur époque, des beaux-arts, Mhm. et ces personnes nous faisaient faire quand même. C'était toute la journée, ils nous apprenaient à voir sans filtre, c'est-à-dire voir les couleurs, sans filtre, sans le noir, le fameux noir ou blanc, c'est-à-dire de voir le pourcentage coloré d'une feuille verte à différents états de lumière. Donc, et donc, je peux vous assurer que là, on comprend Cézanne parce qu'on a les yeux gonflés à la Mhm. fin. Mhm. Et parce que quand on regarde intensément une feuille dehors et qu'on et qu'on se concentre attentivement pour essayer de voir qu'en fait, il y a des niveaux euh, des graduations et des pourcentages colorés différentes. Il y a du jaune, il y a du bleu, et on voit ces pourcentages colorés qui composent cette couleur et qui varient selon la lumière. Donc ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Ça nous fait, enfin moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, mais ça me l'a fait comprendre en regardant intensément. Donc ça a bouleversé. Corporellement, corporellement, Ouais, physiquement, à travers ton corps. oui, c'était physique. Hmm. C'était une expérience je pense qu'avec le corps, c'était une expérience physique de la couleur. Je retrouve ça en réalité dans la réalité artificielle en VR parce que là, aujourd'hui, on peut aller très loin, non pas dans le photoréalisme parce que ça m'intéresse pas, mais je veux dire, on a quitté les images de synthèse, donc le côté synthétique, et on peut Hmm. travailler les textures, on peut travailler les couleurs, on peut travailler les substances. Et Ça c'est y est. On n'est plus ouais, dans la représentation, on est de nouveau dans une réalité qui est une réalité de matière. On n'est c'est plus ça. dans cette chose, effectivement, ce n'est plus la représentation, on peut dire une révolution, une deuxième révolution de l'abstraction. Le XXe siècle a été une révolution de l'abstraction je veux dire, dans les arts, à l'échelle planétaire, mais qui renouait avec certaines traditions, certainement. Une tradition de quelle manière on respire l'espace. Et donc, c'est des rendez-vous. Tu crées des rendez-vous aussi, parce que ces œuvres sont pas, euh, elles sont pas fixes, elles sont pas fixées. On les Non, traverse.
on les traverse. C'est Ouais. important pour toi qu'il y ait des choses éphémères, où tu verrais des œuvres qui seraient de manière permanente. Comment parlons de ton Ben, travail, tes désirs sur le futur. Il y a quelque chose d'éphémère, un petit peu comme lorsque l'on voit une performance, ou, oui, moi, je dis pas éphémère, je dis ouais, impermanent. parfait, Impermanent. oui, très bien, Euh, oui, oui, oui. Parce que je trouve que c'est les. En fait, ce que je trouvais génial aussi, c'est que Mhm. en fait, on a fait des œuvres morphiques, on a fait des sculptures. Enfin, c'est pas morphique, on a fait des sculptures qui changent d'état en permanence. Voilà. Et c'est-à-dire qui démontrent que la fixité d'une Mhm. substance, d'une chose, elle n'est pas obligatoire sous la forme d'une œuvre. Que voilà, moi j'ai trouvé ça extraordinaire de voir la non-fixité des choses. Enfin. Mhm. Mhm. Enfin, on pouvait parler de la non-fixité des choses et des œuvres, des sculptures, des substances qui ne se fixeront jamais. Bon, Il y a une alors évidemment, rencontre, de l'ordre de la rencontre, oui, du petit, du petit être, peut-être de peut-être, l'animisme pour certains, oui. mais Pour en tout toi, cas, pour toi, comment tu non, mais vois les choses? il y a une vibration Ah. colorée. Cette Mhm. vibration, Mhm. cette Mhm. vibration Mhm. colorée, voilà, je veux dire, on peut la fixer comme Cézanne et nous continuer à la faire vibrer à l'infini, mais aussi on peut peut-être la restituer aujourd'hui pour euh, donner un autre type d'impression, de se retrouver face finalement. Et là, ça revient à mon idée des petits êtres, Mhm. Mhm. assez. Moi, j'ai toujours trouvé, en fait, avec les œuvres du XXe siècle, qu'elles étaient restées beaucoup trop muettes et qu'il fallait faire parler les œuvres, il fallait les faire vibrer, il fallait les Mhm. sortir de leur fixité. Et parce qu'on peut le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas une invention. Je dis, putain, aujourd'hui, on peut le faire. Alors pourquoi ne pas le faire? Oui, Et pourquoi ne pas le faire? En plus, pourquoi ne pas le faire? C'est pour ça qu'on se parle. Et tu réussis à le faire, toi. Tu réussis à le faire. on Tu as des fait, écoutes. moi, j'appelle ça aujourd'hui, c'est des primitivités technologiques. C'est ça D'accord. qui me plaît. Oui. C'est-à-dire, Oui. avec les étudiants, on rigole en disant qu'on est des cyber-primitifs de ça, parce qu'on Mhm. sait très bien que ça va, on sait pas trop comment ça va évoluer. Mhm. En fait, ce qui nous plaît, c'est que actuellement, c'est très primitif et que ces primitivités technologiques nous permettent de créer encore quelque chose qui est une sorte d'étonnement primitif. Encore. Encore. Parce que Ben, c'est quelque chose on aurait pu l'impression d'avoir perdu. non, mais je veux Et- dire que enfin, ce qui était génial avec ce succès populaire à Bourges pour cette oui, oui. exposition, c'est que personne ne parlait de technologie en fait. Plus personne ne parlait de technologie. Il y avait cet étonnement devant ces petits êtres qui étaient des sortes de substances, Mhm. et puis des choses qui étaient un peu plus définies, Mhm. mais qui semblaient être vivants. On t'a donné une illusion de vie. J'essaye pas de faire plus parce que ça Mhm. reste une illusion. Mais bon, Est-ce que euh, tu accepterais, quand tu parles d'illusion, il ne s'agit pas de débat, hein, on va pas faire trois hmm, thèses. L'après-midi, on se fait un petit coucou et on se dit, tiens, David Legrand, vous êtes vivant, vous faites des choses extraordinaires avec des personnes vivantes aussi. Ça paraît un lieu commun, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont mortifères et puis aussi de toucher des univers, voilà, qui sont pas si visibles que ça. La fiction, tu peux employer le mot de fiction. La fiction, c'est quelque chose qui te parle comme mot. ah Ou bah oui, par rapport à illusion, hein, l'illusion, le cinéma, tu as mais parlé des arts oui, visuels, mais la mais fiction, parce que la fiction, tout de suite, eh ben oui, on est dans le langage, c'est on est dans l'imaginaire. Oui. un énorme chapitre, la fiction. Mm. En fait, quand je disais comment traverser le monde plat, en fait, avec notre carte à vidéo, c'était une des premières machines fictionnelles. En fait, moi, j'ai toujours utilisé la fiction et c'était quelque chose qui était finalement assez mal perçu dans les années 90 et la narration quand j'ai commencé à faire des activités artistiques. Oui, mais on peut le Et, dire, on euh, peut le et- dire, oui. donc, il y avait la narration qui était Mm. mal perçue et l'introduction de la fiction dans les arts plastiques. Or, pour moi, tous les cinéastes avaient fait ça. Et parce que c'était un des plus. Je veux dire, à partir du moment où on lit celui qui a fait son histoire de l'art, là,
je me souviens plus comment il s'appelle, il a écrit un magnifique texte qui s'appelle de la cinéplastique, Eliphore Hum. écrit un texte qui s'appelle de Je, la cinéplastique. je vois tes références passant par Godard. Voilà, parce que Godard parle sur Ouais, Elifort. Mais bien sûr, mais, bien sûr, bien sûr, bien mais sûr. Godard a pas sorti ce petit texte, cet article de la Non, cinéplastique. évidemment, 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 évidemment. Nous le savons. Et Mais j'évoquais. Hmm, hmm, donc la hmm. plasticité, voilà, la plasticité ben, je suis C'est- pas c'est- que je suis perdu, mais c'est Mais au contraire, nous sommes totalement perdus et c'est très bien, mais nous ne sommes pas perdus sans boussole, ou en tout cas oui, sans l'art de boussole. s'égarer, la fiction, Et la voilà. fiction. Donc le cartable vidéo nous a permis, bon, d'introduire des doses, j'appelle ça comme ça, je disais ça comme ça à l'époque, des doses infinitésimales de fiction dans la vie réelle. En fait, quand on avait le cartable vidéo, je peux le montrer, c'est ça en fait. C'est ça. Ça, c'est des petits. En fait, c'est ça. Vous le voyez là? Alors, oui, on voit deux vignettes sur cet Oui. ouvrage. On peut le trouver encore. C'est un catalogue. Une Non, publication. ça c'est le prototype. C'est mon cahier d'écolier qu'on avait Parfait. fabriqué à plusieurs. Mais c'est très bien comme ça, on sait. Mais c'est très bien parce que Non, on après il y a parle eu un des. catalogue. Il y a eu un catalogue. Ce catalogue, c'est ça qu'on trouve Ah, plus, mais c'était la monographie de la galerie du cartable. d'accord. Donc Bon, le cahier d'écolier est rouge parce que comme on sera en noir et blanc pour les gens qui nous verront, et le catalogue il est mauve. Mais ce qui est le ok. cartable vidéo fermé, qui ressemble à Hmm, un cartable. hmm. Le cartable vidéo, non. Le cartable vidéo, quand il s'ouvre, voilà, il a un grand soufflet, il s'ouvre. Il D'accord. gonfle l'image à Mhm, l'intérieur voilà, parce qu'il y a un petit vidéoprojecteur à mhm, l'intérieur mhm, mhm. qui était un petit vidéoprojecteur, qui était un recyclage d'un vidéoprojecteur de Tony Horsler qu'on avait. D'accord. D'accord. Oui, Parce que ce oui. qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut toujours, voilà, Parfait. On le voit parfaitement bien, David. Oui, merci. quand le matériel est obsolète dans les lieux d'exposition, ils le revendent. Donc nous, on récupérait. On avait racheté les deux vidéoprojecteurs à Beaubourg de Tony Horsler pour en faire pour en faire un qui fonctionne. Bref, C'est pas mal. C'est pas mal aussi parce que ça donne une dimension de ce monde dans lequel nous sommes, de quelle manière on peut être dans le présent. c'est ça. Et Sur donc, l'obsolescence des machines, les gens qui utilisent les techniques et les formes ne sont pas dans l'obsolescence. C'est une autre proposition. Tu es dans une autre proposition. Il ne s'agit pas d'une update, il ne s'agit pas d'une mise à jour. non, Je... le recycling art, on en a Mhm, fait beaucoup. mhm, Et mhm. bon, et donc du coup, en dehors du fait qu'on portait des images sur notre dos, on pouvait aussi devenir l'acteur du film qu'on était en train de porter. Ah, Euh, donc, évidemment, c'était intéressant pour introduire des doses de fiction dans la vie mhm, réelle. mhm, Et puis ensuite, pour terminer là-dessus sur la fiction, mais la fiction, forcément, je ne sais pas si c'est... Enfin, la fiction, j'en ai fait beaucoup parce que j'avais une prédisposition en tant qu'imitateur de la parole humaine à devenir acteur aussi. Donc, j'ai fait un truc un peu particulier. J'ai été beaucoup acteur pour des artistes plasticiens, en fait. d'accord. J'ai joué pour beaucoup d'artistes plasticiens. Il y a des films qu'on a fait ensemble. Michel Aubry a beaucoup. Mhm, 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 Voilà, j'ai mhm, beaucoup joué pour lui. On a fait beaucoup mhm. de films. Aujourd'hui, je le fais aussi avec Marie Lozier. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de films je l'ai fait aussi avec Boris Lehmann, Ah, évidemment. mhm, Je l'ai fait avec Joseph Morder et Alain Cavalier dans un film qui mhm. s'appelle Marguerite Duras, Roland Barthes. Ça, pour terminer, c'est dialogue fictif, en fait. Alors, Pour terminer ou pour ouvrir? je sais pas, je ne sais jamais. Voilà, tu vois, j'ai des difficultés pour ouvrir et des Mhm. difficultés pour fermer. Oui, mais Donc, j'ai bien l'impression que pour le passage, et là où non, il n'y a pas de difficulté, non, on est bien vivant. il faut être dedans. Ouais. Une fois que je suis dedans, ça va. Du coup, alors, justement, pour exposer le langage de l'art, parce que ça me plaisait beaucoup, ce langage de l'art qui n'était Mhm. pas, et c'est ce que je cherchais en fait. Quand j'étais bec, je cherchais un langage qui ne communique pas, mais qui soit un langage de contact, qui D'accord. soit, Ouais, ouais, ouais. qui ne communique pas au sens, qui ne communique pas
des informations qui soient dans l'échange, oui, dans la physicalité de l'échange et dans l'échange des idées. Et puis aussi avec un certain plaisir de l'échange. Bon, donc, et de l'écoute de l'énonciation. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était aussi le langage des artistes en interview. Alors, il y avait des personnes qui savaient parfaitement énoncer les choses. Bon, et puis je me souviens, enfin, j'ai fait beaucoup écouter aux étudiants le langage de l'art. Et Tu peux préciser l'auteur sur le langage de l'art? il n'y a pas d'auteur en fait. Ah Non, mais oui, c'est oui. pour ça. Non, mais il n'y a pas d'auteur, mais il y avait quand même, je sais pas pour Oui, un ami historien m'avait parlé de euh, un groupe, parce qu'il y a eu d'autres groupes dans l'histoire de l'art, bien bien, sûr, bien bien. sûr. Il y a un groupe un groupe de moines, sans doute. Je dis peut-être n'importe quoi, c'est déjà peut-être une fiction, mais en tout cas, Très bien. euh, c'est Patricia Falguière hein, qui Hum, avait, alors, hum, cette personne historien hum. des sciences sociales, Oui, on connaît bien Patricia. Oui, voilà, oui. me dit, je commence à écrire des dialogues fictifs, donc j'écris des dialogues fictifs. Ces dialogues fictifs, je les écris pour composer un parler et faire entendre le langage de l'art entre des artistes. Hum, Des artistes morts et vivants ou des artistes hum, morts qui n'ont pas pu se rencontrer dans leur époque et qui étaient hum, joués par des artistes vivants. Donc on a commencé par mettre en scène, incarner un premier dialogue qui lui avait vraiment été écrit par l'abbé Fénelon pour l'éducation d'un prince, c'est comme ça que c'est présenté. Et c'est une dispute entre Léonard de Vinci et Nicolas Poussin sur la peinture. Parfait, Bon, parfait. alors c'est une dispute. Ensuite, bon, bah, j'en ai inventé d'autres en fait, notamment un dialogue entre Le Corbusier et Albrecht Dürer, Hum. et Joseph Beuys et Albrecht Dürer. Il y a eu Marie-Madeleine, Elvis Presley. J'ai Donc, un faible pour Marie-Madeleine et Elvis Presley, mais ouais. Et il y a eu Marguerite Duras, Roland Barthes. Euh, on peut voir le Roland Barthes, Marguerite Duras, pardon. Il est disponible. On le voit on peut le trouver sur non, Internet? on peut pas le voir parce que c'est un film performance, donc on peut le Hum. voir que quand je me déplace avec et que Et je fais voilà. Et donc on la revient à performance quelque chose qui est important. C'est et que quelque je. chose. C'est pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Non, Ça c'est en paraît présence. réducteur. C'est toujours. C'est en C'est en présence. présence. Et ben voilà, nous y sommes. Nous y sommes, David. C'est un peu ça. Moi, je regrette de ne pas avoir une université à t'offrir et une ville entière pour créer, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu fais déjà des choses. Et la preuve, je sais que tu fais des choses aussi. J'ai parlé de Jean-Marc Musial, mais il y a d'autres personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose, non pas d'important, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes et on ne peut pas tout dire, surtout à travers les écrans, mais que tu devrais évoquer maintenant par rapport à, ça paraît un peu dialogue. C'est vrai que je voulais que tu nous parles de Limoges, mais passons sur Limoges. Oui, Limoges, c'est encore une aventure incroyable, mais c'est avec des étudiants, une école, des professeurs, des ingénieurs, enfin voilà, c'est tout un Une groupe. aventure avec un groupe, c'est ce que tu sais faire et c'est ce que tu fais. Donc moi, je suis enchanté. Je suis enchanté. Est-ce qu'on pourra mettre un lien sous la vidéo qui permet de te retrouver, de t'écouter, de te rencontrer, un numéro de téléphone, un site internet? Comment tu vois les choses? Ou tu es quelqu'un qui reste discret au Pays Basque, à Biarritz? Parce que tu nous parles de Biarritz. Oui, je suis. Est-ce que tu es quelqu'un en- d'accessible? Ah oui, complètement accessible. Je suis complètement accessible, mais j'aime. Non, mais je suis accessible dans la fabrique. Voilà. Dans la fabrique collective, j'ai toujours été ultra accessible. Enfin, c'est pas la question, se pose même pas. Je me pose pas la question. Dans la fabrique collective, je suis là. Dans les, euh, dans les, dans les lieux d'art, j'y suis moins, on va dire, Pour qui sont pas l'instant. des lieux, non, Mais mais qui sont pas des lieux de fabrique, en fait. Parce ah qu'encore voilà, une fois, ça c'est important, c'est-à-dire c'est le côté muséal des choses et non pas
on parlait de Jean-Marc Musial, mais il n'y a pas de lien entre Musial et Musial, mais et c'est peut-être le lien avec ce que pu être à un moment donné dans l'histoire de l'art, le théâtre ou les salles de Oui, mais spectacle. Aulne Noire, c'était un atelier d'art vivant. C'était à la fois un prototype d'école et pas une école. C'était Exactement. un Mm, lieu de mm, contre-culture pour les étudiants aussi, qui mm. rencontraient, je veux dire, il y avait une démarche une démarche, comment j'appelle ça, de création en commun Mm, mm, entre mm, des mm, étudiants, des artistes de référence, quand Marie Lozier venait, mm, Boris Lehmann, mm, mm, John Sonborn, enfin, et mm, des tas mm. d'autres. Que des gens Euh, que, alors John, je le connais, Lehman, on s'est rencontrés, Marie, je connais ses films. oui, voilà. Ça nous revient effectivement à la musique industrielle ou à d'autres pratiques musicales, mais en tous les cas, oui, on est Et quand même puis habité. finalement, à des mouvements. Enfin, C'est ça, moi, ça me déplaît pas le mouvement, les mouvements, ce qu'on appelait les mouvements artistiques. Il y oui, avait ou des scènes euh, artistiques, des mouvements, quelque chose qui est des groupes. oui, des scènes, ou des scènes indépendantes. Mm, Finalement, je le retrouve dans la scène indépendante. Dans le, ce qui est terrible, c'est qu'il faut, enfin, par exemple, avec le FRAC Limoges, c'est quand même c'est quand même génial parce qu'ils ont mm, accepté ça. mm, Le mm, je FRAC sais. Limoges, le FRAC Limoges a offert, pour terminer quand même, enfin, ils ont fait une chose incroyable, c'est que plutôt que de commander, de, Je le sais, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, c'est pour ça que ça me plaît. Allez, dis-nous tout. alors, Il y a des gens il y a des gens qui accrochent et oui, qui font partie de l'aventure, même dans les institutions. C'est ce que tu es en train de nous dire. Sans institution, à l'heure d'aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre ces choses. Et non, donc, parce que le FRAC comme je me, Limoges, comme je me situe pas comme je me situe pas du tout, mais alors pas du tout dans l'esthétique de la compétitivité et hum, donc hum, des marchands, hum. mais j'ai des amis qui y sont, c'est très bien. Je veux dire, Oui, ce qui bien sûr. m'intéresse, moi, c'est la diversité. Qu'il n'y ait pas un modèle qu'on nous impose, en fait. Donc, et ce modèle dominant, bon, de la galerie, enfin, pas simplement, c'est pas la galerie, c'est ce parallélépipède blanc, moi, que je On est bouffe. d'accord. Enfin, on Bon, pourrait ne pas être d'accord, David, mais je crois que c'est ça qui non. est important de Mais retenir. Et en venant plus, de l'image, il s'agit d'un cadre. Et l'air de rien, ce petit duo, on peut l'appeler comme ça, entretien, en tous les cas, il y a deux carrés. oui, Et ce n'est pas une esthétique, mais c'est deux carrés qui en disent long sur comment on sort effectivement et comment on traverse ces écrans. Ah, oui. et il ne s'agit pas non plus d'être contre les galeries ou contre les institutions, bien au Non, contraire. Bien au c'était pas contraire. la question d'être. Exactement. En fait, pour celui ou celle qui a des idées, qui veut montrer des idées non marchandes Mhm. de l'art, c'est-à-dire qui fait des œuvres qui ne se vendent pas, comme j'ai toujours fait. Donc, quand même, il faut dire que les institutions Mhm. ont permis à tout Mhm. un tas d'artistes de vivre en réalisant des œuvres Mhm. qui ne vendaient pas. Mhm. C'est-à-dire que ces institutions ont payé, alors évidemment avec des privilégiés aussi, mais en fait on a, ouais, on a commencé à réussir dans les années, enfin je veux dire après les années 90, 2000, etc., à pouvoir sur des désirs Mhm. Mhm. particuliers Mhm. non marchands de se faire, comment dire, que le travail de l'art, même de réflexion, soit rémunéré pour nous permettre, ou le travail de ce qu'ils ont appelé après la recherche, enfin en tout cas tout Mhm. le processus de création soit rémunéré. Là, qu'est-ce qu'a fait le FRAC Limoges? Bon, ils savaient que j'avais mis en place depuis les années 2000 dans différentes écoles des programmes d'études indépendants, c'est-à-dire qui ne dépendaient pas de la gestion et de la planification de l'école, donc qui était totalement du hors format, ce que mes amis de Strasbourg ont appelé hors format. Mhm. Donc, donc le FRAC m'a commandé un programme d'études qui allait aboutir à une œuvre collective.
eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont produit et ils continuent de produire ce programme d'études. Et donc, à la fois en produisant les moyens de production Mhm. et aussi avec, avec simplement une rémunération pour ce travail de préparation et ce programme d'études qui comprend en fait tous les postes. Voilà, tout le monde. Mhm. Mhm. Dans la Euh, cuisine. non, là, il n'y a Non, pas il de, n'y a pas de cuisine. Non, non, il y non. avait pas de cuisine. Mais en tout cas, C'est ils ont possible, produit. David, c'est le message. C'est possible. On est dans le champ des possibles est possible. En tête, ben, en fait, ça fait 4 ans, enfin, ça fait 3 ans Mhm. et ça va être Mhm. renouvelé, Mhm. Mhm. qu'on travaille, que le FRAC produit un programme d'études considéré comme une œuvre collective et qui sera montré à l'ouverture du FRAC en 2000, en 2000, ben, enfin, à l'ouverture. On ne sait pas exactement, ça a pris du retard, mais à l'ouverture. David Legrand, moi je suis enchanté qu'on ait pu échanger, se faire un coucou. Il me vient une idée. S'il fallait que tu suggères à quelqu'un d'écouter une musique, il y a quelque chose qui te vient en tête? Ouais, ah ben, en ce moment, j'adore Emmanuel Pernin. D'accord. Voilà, Ok. j'écoute. Ouais, parce que c'est marrant, j'ai fait passer, enfin le groupe dont elle fait partie avec Quentin Rouillet et Mhm. Toulouse-Lautrec. Mhm. Voilà. Mhm. Et en ce moment, j'écoute ça, mais comme j'écoute aussi beaucoup de musique industrielle. Et puis j'ai mon ami Régnier Le Ricollet qui de toute Mhm. façon m'envoie, parce que j'ai plein d'amis qui sont très pointus en musique Mhm. expérimentale, etc. Et qui font des compilations d'ateliers ou des compilations pour moi et qui nous envoient. Et donc évidemment, alors là je connais très très, enfin voilà, je retiens pas les noms, peu importe. C'est des environnements sonores inouïs qu'il compose pour voilà, alors ça fait partie des échanges par exemple. Régnier, on peut dire qu'il a fait des compilations, il a fait des œuvres Mhm. Oui. pour des compilations d'ateliers pour pour et d'amitié en fait, et qui sont inouïs, voilà, qui parfois il édite, qu'on découvrira un jour et qui sont inouïs et qui nous font partie, enfin c'est des sonorités qu'on partage par exemple. Donc Emmanuel Pernin, elle en fait partie, et puis bien d'autres comme Alan Vega, comme Psychic TV, comme bon voilà, et puis mais ouais, mais en ce moment j'écoute beaucoup Emmanuel Pernin et les bourdons de, de sa vie à la roue. Et David, sa voix, et sa voix, sa chanson. merci beaucoup. C'était un moment pour dire qu'il y a des êtres vivants depuis Paris et Biarritz. L'air de Ouais, j'ai rien, l'impression c'est important. que c'est parti dans tous les sens, mais bon. Non, C'est, non, je pense pas que ça soit parti dans tous les sens, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu nous as permis de comprendre que l'essence de cette histoire qui nous habite, elle peut être vivante au-delà de ce qui peut être un ah, update, des une mise trucs. à jour. Oui, Je au t'enverrai contraire. ça quand même. Je t'enverrai ça. Ah oui, j'adore les cadeaux. Ah, mais c'est la psychanalyse de Guy Debord par Freud qu'on a fait quand même. Ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que je suis installé comme psychanalyste et c'est pour ça qu'il faut qu'on se quitte parce qu'effectivement j'ai ce travail. Mais on a aussi un pied dans l'art. Et si on a fait cet entretien, c'est parce qu'il y aura un rendez-vous qui s'appellera Scénographie et technologie. Voilà. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'histoire de l'art, il y a un entretien sur l'histoire de l'art que j'aime particulièrement. Euh, c'est un entretien avec un grand artiste belge qui a enregistré les bruits de son chat. Et un grand entretien sur son chat et l'histoire de l'art. David Legrand, portez-vous bien. J'espère qu'on se verra pas à travers les écrans au Pays Basque ou à Paris. Et merci beaucoup à toi. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Un au revoir ou quelque chose d'autre? Euh, non, je sais pas dire au revoir vraiment. C'est Donc, ce qu'on a compris et ça c'est super, ça veut dire que c'est vivant. On se dit pas au revoir. On n'est pas sur le quai d'une gare, on est plutôt dans un train et ce train, c'est un train qui nous alimente et on est en train de faire des choses avec des gens vivants et ça c'est très très non, important au-delà des formes. voilà, ce qui est important en ce moment, c'est que ça grouille de partout.
Voilà, ça grouille de partout. Et c'est ce qui me plaît. C'est que euh, ce qui me plaît, c'est qu'il y a. Ouais, ce qui me plaît, c'est le. C'est. Voilà. Ah, d'autres appellent ça du compostage. Moi, j'appelle ça. Hmm. Ça grouille. On est déjà dans le compostage. Ça grouille et il y a des nouvelles germes qui sont en train de pousser. Et j'observe ça de très près, de très très près, ces nouvelles germes. Voilà. Rien n'est perdu, David. En tout cas, on te salue et je te remercie beaucoup pour cet échange et le temps que tu as accepté de donner pour Non, les gens qui nous verront. c'est moi qui te remercie beaucoup. Voilà. À Et bientôt. à bientôt. Je dis pas au revoir. Non.